J'ai le plaisir d'accueillir Anna Zelinska, qui a fait sa thèse en philosophie entre Cracovie et Grenoble. Et elle est maintenant professeure associée à l'université de Nancy et elle est philosophe politique à l'université de l'Auvergne ainsi qu'à Sciences Po Paris. Et elle est à la tête de l'unité inclusion et égalité des genres à l'université de Lorraine et elle va nous parler de la question de la vérité des exigences en matière de diversité. Merci d'accueillir Anna Zielinska. Yes, that works wonderful. Yes, so I thank you for the invitation. Really intimidated to be here. Merci beaucoup, merci pour ces mots de présentation, merci pour l'introduction et l'invitation. Comme beaucoup d'autres conférenciers, j'ai mené un certain nombre d'études et il va y avoir peut-être certaines citations dans mon propos parce que c'est la manière dont on travaille en philosophie. J'ai été tout à fait fascinée par ce qui a été présenté par la conférencière précédente, l'analyse dans les films et les médias. Mais finalement, quand on y pense, on se rend bien compte que les guerres sont vraiment menées par les hommes et donc c'est finalement des conclusions qui ne sont pas étonnantes, celles de ma collègue. La situation dans laquelle nous nous trouvons est vraiment délicate, aussi du point de vue de la recherche par rapport aux stéréotypes. Les études aussi que nous menons sur des ados de 17 à 23, 24 ans, voir comment ils se représentent les rôles des hommes et des femmes, les biais associés au genre entre les hommes conservateurs et les femmes plus progressistes, on va dire. L'écart entre les deux, entre ces deux extrêmes se creuse et tout ceci n'est effectivement pas très porteur d'espoir. Finalement, c'est quelque chose que l'on observe depuis au moins un siècle, voire plus, et surtout dans notre domaine d'intérêt, à savoir la philosophie des sciences. Et je voudrais dire en une à deux phrases le gros de ma réflexion avant de rentrer dans un peu plus de détails ou d'exemples. Alors, en philosophie des sciences, on on se penche nous aussi sur le genre. Et ce matin, j'étais très heureuse d'entendre les collègues qui parlaient du genre binaire, non binaire. Moi, c'est vrai que j'ai souvent du mal à utiliser un féminin, un masculin. Je trouve que c'est problématique. Mais bon, autre propos pour un autre moment. La philosophie et les ouvrages philosophiques ont été écrits par des hommes, surtout par quelques femmes, et on essaie maintenant d'interpréter ces écrits. Et je suis certain que vous serez d'accord avec moi qu'il y a une discrimination. Et la discrimination au niveau des idées a bien sûr des implications beaucoup plus profondes, sont associées à des représentations qui ont déjà été mentionnées par les collègues. Et si on repense au premier concept et concept présenté par Platon, par exemple, il y a spontanément en notre esprit, il y a une tendance à chercher des explications élégantes ou à trouver la possibilité d'une généralisation, une explication qui s'expliquerait au plus grand monde, raison pour laquelle on a du mal à expliquer les choses de manière individuelle, personnalisée, dans l'altérité. Et pour des raisons historiques,
et pas uniquement pour des raisons circonstancielles, il est évident que la virilité, le masculin est associé à l'élégance de l'explication. Si on essaie de comprendre d'où vient cette domination masculine, je ne vais bien sûr pas vous en entretenir maintenant, mais je vous invite à revenir à la genèse de la chrétienté, puisque les pères fondateurs ne sont pas par hasard des pères fondateurs. Ils expliquent, ou en tout cas ils n'expliquent rien, mais ils démontrent élégamment comment Ève est née, comment la Genèse, euh, quelle est la Genèse, et tout ceci est fermement, fortement ancré dans l'imaginaire collectif. Donc il y a cette idée que les premiers écrits sont les écrits des hommes, et les hommes sont partout dans ces premiers écrits fondateurs. Au XXe siècle, tout ceci est remis en cause par différents penseurs. Je vais en citer quelques-uns. Des penseurs comme Foucault, par exemple, Michel Foucault. Et ces penseurs ont critiqué les choses et ont postulé la chose suivante. Les sciences ne sont pas forcément aussi élégantes que ce qu'on le pensait. La science n'est pas élégante, dit Foucault, mais la science ne sert qu'à pouvoir exercer un pouvoir. C'est la doxa, l'idée que les sciences sont synonymes de pouvoir. Et ceci donne lieu à une crise. Mon objectif, il est philosophique et je ne suis pas la seule, évidemment. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que on peut inclure de la diversité en sciences tout en préservant la quête de la vérité. Et on peut se départir de cette idée que la science est forcément masculine et forcément élégante et que donc la présentation scientifique par nature doit être élégante. Donc ça, c'est vraiment en synthèse ce que je vais vous présenter. Donc les philosophes, les penseurs, c'est cette figure romantique, cette figure solitaire, souvent mâle, homme, et là très clairement, c'est un Allemand, vu évidemment le peintre. Et je vais vous parler d'un de mes grands amours en philosophie, Ludwig Fleck, qui vivait en Ukraine, une Ukraine d'ailleurs qui à l'époque n'avait même pas de souveraineté. Et Ludwig Fleck travaillait, vous avez ici, sur la syphilis. Et il voulait comprendre comment elle était apparue, quelle en était la perception publique. Et de cette étude, il concluait que la science n'était pas forcément une pensée forcément transparente, que l'objet n'était pas forcément tangible, que c'était toujours une construction, d'où le nom en français de son ouvrage « Genèse et développement d'un fait scientifique ». Et Fleck, comme quantité de penseurs comme Thomas Kuhn ou Michel Foucault, mais Kuhn et Foucault finalement font naître une pensée qui est la conséquence de celle de Fleck, qui dit il n'y a pas de vérité. Pourtant Fleck dit si, il y a une vérité et c'est la raison pour laquelle on a un objet scientifique. Fleck, de toute manière, se dit que il faut laisser de côté l'idée du penseur cartésien isolé. En philosophie des sciences, c'est quelque chose qui n'est pas tenable.
La science étant un fait scientifique, étant une construction, il existe 3 systèmes de facteurs qui entrent en ligne de compte et qui contribuent à chaque processus de cognition. Et tous ces systèmes sont interrelatés et interagissants. Donc là, c'est quelque chose, une publication de 1929, un article intitulé « La crise de la réalité ». Et Fleck invente la notion du Denkkollektiv, à savoir le collectif de la pensée. Et ce qu'il postule, c'est qu'à aucun moment nous ne sommes une page blanche, à aucun moment nous ne sommes dans un état de table rase ou d'écran blanc sur lequel se projetterait un film. La cognition n'a pas de début que l'on peut discerner clairement. Ce n'est certainement pas dans le ventre de la mère ou au moment de la naissance qu'arrive la cognition, elle est influencée par quantité d'autres facteurs. Et ça, c'est quelque chose que l'on sait d'une certaine manière. Mais même les philosophes d'aujourd'hui semblent ne pas être conscients de cette part de construction. La pensée scientifique, elle est sociale et en même temps, elle recherche la vérité. Et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire, la vérité? Je pense que je vais peut-être un peu botter en touche ici. La vérité, c'est une proposition qui essaie de décrire les faits tels qu'ils sont. On n'a pas besoin d'une définition substantielle de la vérité. C'est la relation entre une affirmation et la réalité factuelle. Et par conséquent, ce dont parle Fleck en 1935, il essaie de se départir de l'idée que sa pensée serait sceptique. Simplement, il trouve qu'on ne peut pas tout savoir, tout simplement parce que déjà le terme de tout ne peut pas être complètement compris et que le nombre de problèmes à résoudre est infini et que le terme tout est par conséquent complètement vide de sens. Essayer de déterminer un ensemble de principes premiers fondamentaux qui seraient ultimes est impossible, de la même manière qu'il est impossible de définir le tout. La connaissance, finalement, ne repose sur aucun substrat. C'est un mouvement continu des interactions qui interagissent et qui, elles aussi, sont influencées par notre perception de la vérité. Et la réalité absolue, elle est indépendante des lois naturelles de la science. On ne peut pas déduire une réalité absolue des lois naturelles de la science. Le contenu ne peut pas être dérivé d'une intelligence qui aurait été simplement formée aux principes philosophiques de l'Europe contemporaine. Et donc, par conséquent, si l'on voudrait que la réalité absolue soit indépendante de la pensée humaine, dans un tel cas, de toute façon, cette réalité serait inutile à l'homme. Du moment qu'on est indépendant de l'objet qui exerce cette pensée, c'est un échec. Et cet échec de définition de la vérité donne lieu justement à ce collectif de pensée. C'est la raison pour laquelle Fleck est tenant d'un collectif de la pensée où l'on confronte différents points de vue. Et il faut par conséquent essayer d'élaborer une masse de connaissances de manière certes démocratique, mais collective, de manière à être moins dépendant du temps, parce que le collectif, ça veut dire quelque chose qui se développe au fil du temps, mais aussi de manière plus cohérente. Et c'est le mode de fonctionnement des sciences naturelles. Donc, voilà, ça c'était mon premier sujet,
Fleck. Je ne vais pas vous présenter Sheila Chazanov. Si vous ne la connaissez pas, c'est vraiment dommage. Je vous enjoins à lire Sheila Chazanov. C'est certainement la meilleure de nous toutes, de nous tous, dans mon domaine, de point de vue science et démocratie. Je ne suis pas toujours d'accord avec ses conclusions, mais ce qu'elle a apporté au débat est fondamental. Sa pensée a développé l'idée qu'on a besoin d'un collectif. Donc, en quelque sorte, elle s'inscrit dans la lignée de Fleck. Elle dit qu'il y a un lien entre science et démocratie. C'est quelque chose qu'elle a remarquablement édicté. Et pour Chazanov, elle trouve qu'il y a une place pour la vérité. Fleck, lui, trouve qu'il faut trouver qu'il faut vraiment surtout maintenir la question qui est mère de la science plutôt que la vérité. Mais toujours est-il que Sheila Chazanov est une des fondatrices du mouvement des sciences et technologies des sciences. Elle refuse d'avoir une approche épistémique ou politique, de donner cette légitimité à ces sciences. Elle estime que ce sont les pratiques scientifiques et technologiques qui sont importantes, qui permettent de faire émerger la démocratie et vice-versa, et que par conséquent, les universitaires en sciences, en technologie, doivent pouvoir exercer une influence sur la pensée scientifique par des choix technologiques et une action politique. Il y a des préoccupations autour de la pensée de Sheila Chazanov. Elle émet un certain nombre de postulats dans les années 20, où de nombreux scientifiques travaillaient au service de l'industrie militaire. Et en vertu de principes démocratiques, ou au contraire, ils travaillaient à des fins militaires, non pas pour défendre la démocratie, mais pour des intérêts financiers ou politiques. D'où cette notion de technocratie, ce monopole de la science par ces technocrates. L'idée que donc des technocrates experts prendraient les rênes du pouvoir sans respecter les préférences du public. Et cela remet en question la question de la confiance. Si l'on veut pouvoir faire confiance à la science, il faut qu'elle soit au service du peuple, il faut qu'elle serve le peuple et non pas le pouvoir de certains. On connaît aussi, bien sûr, les critiques qui nous viennent du Sud au sens large, selon lesquelles les sciences ont servi à infliger de la violence, à infliger des injustices du Nord sur le Sud. Et on ne peut pas en faire extraction de cela lorsqu'on parle de développement, de la justice épistémique, et je vais y revenir dans un instant. Les universitaires, les lettrés se disent que la science a évidemment un rôle normatif, mais faut-il encore que la science soit au service de la démocratie, qu'elle l'entende et qu'elle permette de faire entendre différentes voix. Le genre infiltre aussi la technologie, les choix politiques autour de la technologie. L'innovation, les technologies domestiques ont tendance à renforcer plutôt qu'à abolir les inégalités basées sur le genre. La représentation, le traitement du corps des femmes par une hiérarchie dominée par les hommes se retrouvent dans les sciences de la vie et dans les technologies. Les cris féministes essaient de récupérer ce territoire dans lequel la perspective des femmes est sous-représentée. Et on a évidemment la reproduction humaine qui est un objet
sujet de prédilection de cette nouvelle appropriation par les féministes. Vous avez ici un livre que je vous recommande, qui est très connu, qui résume en quelque sorte ou qui permet de proposer une synthèse sur les débats en la matière. Il est de 2019 et ici, une citation que vous connaissez, mais qui mérite d'être citée et difficile à traduire, évidemment, sur le vif. Le côté faussé de l'universalité. Un certain nombre de penseurs des Lumières, notamment les philosophes influents qui ont été Kant ou Hegel, ont défini l'humanité sans avoir finalement une idée bien complète de ce qu'était l'humanité dans son sens plus large, ou comment vivait le reste de l'humanité. Et donc, universaliser l'humanité en prenant soi-même comme référence, c'est un paradigme qui pose les fondations, qui pose les bases de comment diviser l'humanité. On divise l'humanité à vouloir la généraliser sans avoir vraiment compris la complexité de l'altérité humaine. Pour avoir une approche épistémologique plus féministe, on peut lire certains penseurs que je voudrais citer, notamment Alison Jagger, qui dit quelque chose d'intéressant sur le pouvoir cognitif des émotions. Elle en parle en 1989 dans cet ouvrage que je vous cite, et cette citation, elle n'est pas qu'empirique, elle essaie de donner aux émotions une dimension cognitive et elle s'appuie sur des analyses et notamment sur tout ce qu'a fait la philosophie jusque-là. Et quelques années plus tard, il y a eu des critiques, oui, pendant des années, il y a eu des critiques des écrits de Descartes. Et Aristote, on le sait, avait déjà cette idée selon laquelle les émotions ont aussi une valeur cognitive. Et donc, ce que Jagger essaie de dire, en plus de dire donc qu'il y a une dimension cognitive à l'émotion, elle met en avant une autre idée. L'idée que certaines personnes, notamment les personnes opprimées, ont un privilège épistémologique, dans le sens où ils savent mieux que d'autres, ils ont un accès plus facile à ces émotions parce qu'ils sont opprimés. Et donc, ils sont plus à même de définir une société dans laquelle tous les individus pourraient s'épanouir. Et donc, elle postule que la réponse ou les réponses émotionnelles des personnes opprimées, des femmes opprimées en particulier, eh bien, ces réponses émotionnelles sont probablement plus adaptées que celles de la classe dominante et par conséquent, elles sont plus à même de mieux évaluer la réalité. Toutes ces voix, puisque je vous ai cité un certain nombre de philosophes, toutes ces voix sont popularisées dans cet ouvrage qui a 15 ans maintenant, de Miranda Fricker, sur l'injustice épistémique. L'injustice épistémique, c'est une situation dans laquelle, de fait, l'individu a le sentiment qu'il connaît le monde, que la connaissance du monde qu'il a est moindre que celle des personnes qui se trouvent dans une situation d'injustice épistémique ou en tout cas, pardon, qui se trouvent dans une situation de supériorité. Elle fournit quelques données, Miranda Fricker, sur cette injustice. Elle conceptualise ce postulat selon lequel il y a une injustice en fonction de la classe sociale. Il y a une injustice épistémique distincte qui empêche d'entendre toutes les voix
que ce soit en termes de sciences sociales, mais aussi de sciences naturelles. Et évidemment, c'est plus un pamphlet, c'est un ouvrage qui n'en reste pas moins essentiel, mais évidemment, ce n'est pas sur cet ouvrage que je vais conclure. Par contre, un autre ouvrage que je vous recommande, ce sont des auteurs que vous avez certainement lus, et peut-être que j'enfonce des portes ouvertes ici, mais je trouve que, voilà, peut-être que, voilà, c'est malgré tout des personnes qu'il est bon de lire, Alexandra Harding et Helen Longino est un auteur du XXIe siècle qui actualise les propositions faites par Fleck. Elle actualise la pensée avec des données contemporaines, elle actualise à la lumière de ce qui s'est passé au XXe siècle, et elle dit, si on ne pense pas collectivement, si on n'inclut pas des personnes de tous horizons, de tout genre aussi, si on ne fait pas cela, notre science s'appauvrit. Parce que ces personnes savent plus de choses que ces personnes non diverses. Il me reste 5 minutes si je ne m'abuse. Alors, je ne vais pas lire toutes les citations, mais vous montrer cette idée selon laquelle, alors c'est une citation de Longino, qui dit que l'objectivité des individus se mesure à leur participation à la discussion, où il y a des échanges d'idées de part et d'autre, et l'objectivité dépend de la profondeur et de la portée de l'interrogation transformatrice qui survient dans toute communauté scientifique. Alors, je ne vais pas lire toutes les citations parce que, au final, ce n'est pas une question d'être, encore une fois, prescripteur, mais surtout d'être ouvert au débat et de tenir compte autant que possible des biais individuels et de faire en sorte que les biais soient dénoncés par la communauté. Donc, on va voir apparaître ce qu'on appelle l'empirisme contextuel, et elle est vraiment la fondatrice de cette pensée selon laquelle on peut avoir une objectivité à condition que la pensée soit collective. Je vais terminer sur cette diapositive en disant que la science, vue comme celle-ci, est une science fragile, mais tout ce que l'on possède de précieux est fragile. Là, c'est une citation de Cornelius Castoriadis, un auteur franco-grec, où il dit que la démocratie, bien sûr, c'est notre bien le plus précieux, mais personne ne peut protéger l'humanité contre la folie ou le suicide, et personne ne peut protéger l'humanité de la disparition de la démocratie. Et la démocratie, c'est la folie, c'est le suicide, la perte de la démocratie.